j'ai essayé de vous mettre le maximum d'exemples possible. Alors, la première question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait un scanner? Eh bien, il y a tout simplement les recommandations de la CIT, la Société d'imagerie thoracique, que vous pouvez retrouver sur ce lien ici, le lien e-bulletin radiologie, dans lequel vous avez toutes les informations de la Société française de radiologie et de la SIT à propos du Covid-19. Vous avez notamment une FAQ, une foire en question qui est bien faite, sur laquelle vous pouvez aussi poser vos questions par email. Et donc, d'après la SFR et la SIT, la radiographie thoracique n'a pas de place. Ça, c'est accepté par quasiment toutes les sociétés savantes dans le monde. Donc, pour le Covid-19, c'est vraiment le scanner thoracique. Et ça, c'est en quelque sorte une logique, et c'est vraiment la logique à l'heure actuelle d'aller vraiment vers le scanner pour la pathologie infectieuse. Et le Covid-19, qui est une maladie de 2020, c'est vraiment la place du scanner avant tout. Donc, d'après la SIT, et on peut tout à fait être d'accord avec ça, il n'y a pas d'indication à réaliser un scanner thoracique à des fins de dépistage ou chez des patients peu symptomatiques. Donc, c'est vraiment une prescription qui est avant tout soit chez des patients symptomatiques avec critères d'hospitalisation, soit pour le diagnostic différentiel. Alors, ce diagnostic différentiel, on va le voir qu'il peut avoir un intérêt à distance, notamment des vagues épidémiques, puisqu'on le verra quand vous êtes en pleine… Mickaël, Oui. je vais être obligé de couper parce qu'en fait, quelqu'un a dessiné sur les diapos et ça va rester tout le long. Donc, en fait, il faut sortir du partage d'écran et repartager l'écran. Ah, d'accord. Désolé. Voilà, et faites attention à ne pas dessiner sur l'écran, soyez gentils. C'est assez artistique, mon fils, on Voilà. va pas plus faire ça. Voilà, mais le problème, c'est que ça va rester tout le long sinon. Ok, donc comment je fais? Je dois Faut sortir arrêter… du partage d'écran, voilà, arrêter le partage et le relancer. Nouveau partage. Partager. Voilà, essayez de ne pas dessiner sur l'écran. Soyez gentils, merci. Arrêter le partage, voilà. Voilà, et hop, très bien, partager, nouveau partage. Ok, on va revenir. Donc, voilà, on était super. ici, très bien, voilà. Nickel, Donc, effectivement, on a dit ça peut servir en dehors des critères de gravité pour le diagnostic différentiel et aussi à distance des vagues épidémiques, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on utilise principalement le scanner, c'est vraiment comme un outil de triage. Les patients sont amenés au SAU par les ambulances, le SAMU ou les pompiers. C'est des patients qui ont généralement des critères de gravité. Et donc, le scanner est réalisé à l'entrée du patient, on verra comment tout à l'heure, et vraiment à but de triage. Dans les services d'hospitalisation, c'est aussi fortement demandé, d'une part pour faire un diagnostic différentiel ou d'autre part pour une réévaluation. On verra aussi qu'en termes de diagnostic de gravité, le scanner a aussi son intérêt. Alors ça, c'est paru tout récemment, ça date de quelques jours, c'est les recommandations de la Fleischner Society pour l'utilisation de l'imagerie thoracique dans le cadre du Covid-19. Donc, c'est une société qui est multinationale, principalement des radiologues américains quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 3 scénarios qu'ils ont proposés. Donc, un scénario numéro 1 dans lequel les symptômes sont peu importants, donc peu sévères, avec une absence de ressources sur le système de santé. Donc, on voit que dans ces cas-là, ils recommandent de voir si la probabilité du Covid-19 est importante ou pas, et si elle est importante, de faire de l'imagerie uniquement en cas de facteur de risque de maladie aggravée. Scénario numéro 2, c'est des patients qui sont cliniquement plus sévères, avec des facteurs de gravité et toujours pas de ressources sur le système de santé. Donc, dans ces cas-là, ils recommandent de commencer d'abord par un test pour le Covid-19, donc une PCR. Et enfin, le plus important, c'est le scénario numéro 3. Donc, scénario numéro 3, c'est toujours des patients avec des critères de gravité clinique, une probabilité pré-test du Covid-19 importante, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase épidémique, et des ressources qui sont contraintes. Et c'est assez incroyable, puisque dans absolument tous les pays au monde, quasiment, en tout cas en France, aux États-Unis, les ressources sont contraintes, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un test PCR rapide avec des résultats rapides. Donc ça, ce n'est pas possible. En France, à l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Dans ces cas-là, c'est l'imagerie pour ces patients avec des facteurs de gravité qui va remplacer les tests PCR et qui va vraiment servir à faire du triage. Donc, c'est vraiment ce qu'on applique chez nous à Strasbourg. Ça, c'est le logigramme aux urgences. Donc, en gros, les patients, ils arrivent principalement par ambulance. Il y a une zone de triage
avec une infirmière à l'accueil. Le patient a des signes en faveur d'un Covid-19, il rentre dans la boucle avec le frottis nasopharyngé, le scanner, et puis seulement après le scanner, il va voir le médecin. Donc, on a vraiment le scan qui est en première ligne avant même la consultation par l'urgentiste. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres et de passage chez nous à Strasbourg, donc sur le site du nouvel hôpital civil? Vous avez ici en rouge le nombre de scanners pour suspicion de Covid-19 au cours du mois. Donc, on a démarré début mars environ, vers le 5-6 mars, et on a commencé à avoir les premiers patients. Et on voit qu'on est assez vite passé de 10 jusqu'à 70 à 80 scanners par jour. On a eu un plateau aux environs du 20 mars au 1er avril. Et puis, à partir du 2-3 avril, on commence à avoir une lente décrue. À l'heure actuelle, on est sur environ une quarantaine à cinquantaine de scanners par jour, en sachant que sur les 3 derniers jours qui ne sont pas encore mis, on était un petit peu moins puisque c'était le week-end. On a aussi, en plus de cette baisse, une baisse du nombre de scanners qui sont positifs pour le Covid-19. Donc, on voit qu'au pic, on est aux environs de 60-70% des scanners qui sont positifs, alors qu'au début ou à la fin de l'épidémie, on est plutôt sur environ 30 à 40% de scanners positifs. Donc pourquoi on a vu pourquoi c'est vraiment principalement un but de triage des patients. Deuxième question, c'est comment? Alors comment? C'est le scanner thoracique sans injection. Donc c'est un scanner thoracique qui n'a pas de particularité, sauf que, eh bien, comme on en fait beaucoup, on le fait chez des patients qui sont parfois jeunes, des femmes, des hommes, etc. Donc vraiment l'objectif, c'est un objectif de santé publique, c'est de contenir au maximum l'irradiation délivrée à la population. Donc, à Strasbourg, on a sur l'ensemble des scanners réalisés un DLP moyen aux environs de 100 mg par centimètre. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? On essaye d'appliquer ce petit logigramme qui est tout simple. Si c'est un patient de réanimation ou un patient qui vient du déchocage, donc un patient sévère, dans ces cas-là, on ne se prend pas la tête, on fait un scanner thoracique pleine dose pour avoir la qualité d'image la plus importante possible, la meilleure possible. Dans tous les autres cas, donc un patient qui vient du post-médical avancé, eh bien, pour les manips, on a fait simple. Soit le patient est visuellement de morphotype normal ou mince, ou alors il est visuellement de morphotype obèse. Morphotype normal ou mince, il est jeune, on lui fait un thorax ultra low dose, donc une DLP cible inférieure à 20. Il est plus âgé, on a une DLP cible aux environs de 50, donc un thorax basse dose. Il est visuellement obèse, jeune, DLP aux environs 100, moins jeune, thorax pleine dose. Donc, on a vraiment voulu quelque chose d'assez simple pour que ça puisse être appliqué facilement par les manipulateurs à la console. Et ça marche assez bien puisqu'on a une DLP aux environs 100, alors que sur des scanners thoraciques lambda, quand on dépasse ce type d'optimisation, on est plutôt en moyenne aux alentours de 180-200. On voit qu'on peut réduire significativement la dose sans avoir de conséquences en termes de qualité d'image. Alors, la question qui va se poser, qui se pose de plus en plus, c'est faut-il injecter ces scanners? Et quand on dit injecter, c'est pour faire un angioscanner de manière à rechercher une embolie pulmonaire. Alors, nous, on ne le recommande pas en première intention. Pourquoi? Parce que du fait simplement de notre organisation, vous avez vu que le scanner est en première ligne avant même que le patient ait vu l'urgentiste ou ait eu une prise de sang. Donc, s'il fallait injecter le scanner, ça obligerait à revoir l'ensemble de l'organisation et donc à supposer que les patients aient d'abord une première examen clinique, une prise de sang, et après seulement le scanner. Donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est possible. Par contre, en deuxième intention, c'est quelque chose que nous réalisons. Donc, les patients ont déjà eu un scanner thoracique sans injection. Et secondairement, donc après par exemple la visite par l'urgentiste, eh bien, un angioscanner est demandé pour l'embolie pulmonaire. Donc, de manière secondaire, donc en seconde intention, on recommande de le faire chez tous les patients de réanimation de manière systématique. Donc, quand vous avez un patient qui est en réanimation et qui redescend pour une évaluation du parenchyme pulmonaire, peu importe la raison, eh bien, il faut systématiquement faire un angioscanner pulmonaire.
puisque chez les patients de réanimation, on s'est rendu compte que les EP étaient fréquents. Chez les patients avec des dédimères élevés, alors là, pareil, il y a différents seuils qui circulent dans la littérature. Dans notre cohorte à Strasbourg, on s'oriente plutôt sur un seuil à environ 2600. C'est un seuil qui est plus élevé que ce dont on a l'habitude. Et a priori, des patients jeunes qui auraient des dédimères à 600, 700, a priori, ce n'est pas forcément quelque chose qui serait indicateur d'embolie pulmonaire. Et enfin, on réalise aussi systématiquement un angioscanner quand il y a une disproportion entre les anomalies parenchymateuses qui sont soit absentes, donc un scanner thoracique sans injection normale, ou alors très faible, et des signes cliniques, une décompensation respiratoire qui sont très importantes. Dans ces cas-là, bien souvent, un angioscanner est demandé, mais en seconde intention. Alors, donc, on a vu pourquoi est-ce qu'on fait le scanner, on a vu comment est-ce qu'on fait le scanner, ce n'est pas des choses extrêmement originales. On va essayer de voir maintenant ensemble qu'est-ce qu'on va regarder sur le scanner. Alors, l'intérêt du radiologue, il est principalement en début et en fin d'épidémie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au plateau, les vacations, et je pense que vous l'avez tous vécu, elles sont mornes, c'est très ennuyeux, c'est toujours pareil. Vous avez le scanner, soit il est normal, soit c'est un Covid-19 évident, et il y a rarement de demi-mesure. Par contre, quand vous êtes au début, quand vous êtes à la fin de l'épidémie, on voit que le nombre de scanners positifs est beaucoup moins important. On est aux environs de 30 à 40%. Et donc là, vraiment, ça devient un petit peu plus subtil, en quelque sorte, de faire la part des choses entre ce qui est compatible avec le Covid-19 et ce qui est plutôt en défaveur du Covid-19. Alors, on va voir les signes ensemble. Donc, dans un Covid-19, on peut qualifier de typique, les anomalies parenchymateuses ont comme caractéristique d'être bilatérales. Donc, ces anomalies parenchymateuses, ça peut être du verre dépoli. Donc, comme ici dans cet exemple, vous voyez ici des plages en verre dépoli. Le caractère rond est aussi évocateur de Covid-19. Ça peut être du crazy paving. Donc, le crazy paving, c'est du verre dépoli sur lequel se surajoute un épaississement régulier des septa interarticulaires, ou ça peut être de la condensation alvéolaire. Donc, la condensation alvéolaire, c'est quand l'opacité est suffisamment dense pour qu'on n'arrive plus à distinguer les vaisseaux sous-jacents. Vous voyez ici, on arrive à voir les vaisseaux. Si c'était une condensation, on n'arriverait plus à voir les vaisseaux. Donc, ça peut être n'importe laquelle ou un mix de ces différentes anomalies quand elles sont bilatérales. Deuxième critère qui est très important à avoir, c'est une prédominance périphérique, c'est-à-dire avec une atteinte qui est plutôt sous-pleurale, comme ici, en périphérie, plutôt que quelque chose qui serait central. Et dans les cas les plus typiques, il y a vraiment une tendance, en plus de la bilatéralité, à atteindre la totalité des lobes. C'est-à-dire que ce n'est pas une prédominance lobaire inférieure ou lobaire supérieure, c'est vraiment la totalité des lobes qui sont atteints. Enfin, dans les signes négatifs importants, généralement dans le Covid-19 typique, il n'y a pas d'adénopathie et il n'y a pas d'épanchement pleural. Alors, donc, on avait ici un premier exemple avec du verre dépoli, donc des anomalies de type verre dépoli, forme mouvement, bilatérale, qui atténue ici tous les lobes avec une prédominance périphérique sous-pleurale. Autre exemple aussi classique, on a ici plutôt du crazy paving, donc du verre dépoli avec l'épaississement des septa interlobulaires. Pareil, une atteinte bilatérale, périphérique, et on voit bien la partie médulaire du poumon est relativement épargnée, alors que la partie périphérique est atteinte. Et là encore, l'ensemble des lobes était atteint. Pas d'épanchement ici dans ce cas. Un autre exemple, là encore, typique, avec du verre dépoli, de la condensation alvéolaire ici, de la condensation alvéolaire là, du verre dépoli ici, peut-être un petit peu de crazy paving par ici, donc des anomalies, un mix des différentes anomalies possibles, un caractère bilatéral, plutôt périphérique, qui a encore atteignant l'ensemble des lobes, et une absence d'épanchement. Donc ça, c'est pour le Covid-19 typique. Après, vous avez des formes atypiques. Donc les formes atypiques, elles sont plus fréquentes quand vous êtes au début de la symptomatologie. Donc quand vous avez le patient qui est à J3, J4, J5 de sa symptomatologie, il y a plus de probabilité d'avoir une forme atypique, alors que quand le patient est plutôt vers J6, J7, J8, J12 de sa symptomatologie, là, en général, les formes ont tendance à devenir un petit peu plus classiques.
Donc, le Covid-19 atypique, l'atypie, elle est généralement liée au caractère unilatéral. Donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir des anomalies uniquement sur un seul lobe ou uniquement sur un seul côté du poumon, sur plusieurs lobes, mais sur un poumon uniquement. Donc, ça, c'est tout à fait possible, même si c'est beaucoup moins fréquent. L'autre possibilité, c'est les formes avec pathologie sous-jacente, notamment quand vous avez un OAP, ça devient très difficile de savoir si le verre dépoli que vous observez est lié à l'OAP ou est lié à un Covid-19 surajouté. Pareil, quand vous avez une BPC ou avec une destruction parenchymateuse avancée, il peut être délicat de faire la part des choses entre du poumon qui est détruit et du verre dépoli qui est surajouté. Donc là, ici, vous avez un exemple. Ça, c'était effectivement un Covid-19 prouvé à la PCR. On avait bien une anomalie parenchymateuse de type condensation alvéolaire avec verre dépoli périlésionnel qui était ronde, un petit peu comme dans le premier exemple, mais qui était unique. Donc une forme unilatérale comme ça, c'est atypique, mais ça peut arriver. Troisième chose, c'est les anomalies non évocatrices. Donc, les anomalies non évocatrices, c'est des anomalies qu'on va relier à une pathologie infectieuse, mais qui ne sont pas caractéristiques ou typiques du Covid-19. Donc, c'est classiquement l'aspect de pneumonie franche lobaire aiguë. Donc, quand vous avez une condensation alvéolaire avec des bords assez nets, du bon programme aérique à l'intérieur, généralement, on n'évoque pas le Covid-19. Ça peut être aussi l'aspect de bronchiolite, donc comme ici, vous avez sur cet épaississement de quelques millimètres, 3 à 4 mm, vous avez les micronodules centrolobulaires diffus, bilatéraux, qui correspondent à une bronchiolite diffuse. Donc, dans ces cas-là, on n'est pas sur un aspect évocateur de Covid-19. Et enfin, vous avez les autres anomalies parenchymateuses qui sont en dehors de l'infection. Donc, quand on est en plein pic, c'est un petit peu facile d'oublier les classiques. C'est les classiques de toutes les gardes. C'est l'OAP, c'est le pneumothorax, c'est la surinfection d'une bulle d'emphysème, c'est un épanchement pleural, un cancer, etc., etc., etc. Donc, toutes ces anomalies qui restent possibles en période de crise. Donc, vous avez vu, en termes de recherche, on a essayé de catégoriser ce qu'on peut trouver en 4 possibilités. Et ça tombe bien puisque c'est parmi ces 4 possibilités qu'on essaye de rendre un compte-rendu type. Donc le compte-rendu type, probablement que dans chacune de vos structures, vous avez des comptes-rendus type pour le Covid-19. Vous avez aussi des boîtes qui vous proposent des comptes-rendus type via un formulaire online avec des findings qui sont pré-remplis. Nous, à Strasbourg, on utilise ce compte-rendu qui est extrêmement simple, vraiment extrêmement simple, et en période épidémique, c'est très, très efficace. Donc, en termes de description, c'est toujours pareil. Les opacités, elles peuvent être en verre dépoli, et après là, on va ajouter plus ou moins dense, ou avec crazy paving. La topographie périphérique sous-pleurale, la distribution bilatérale, et après, grâce à tout ça, on va grader l'étendue des anomalies par rapport à la totalité du parenchyme. Il peut s'y ajouter ou pas des condensations alvéolaires qui, quand elles sont présentes, sont généralement sous-pleurales et basales. Après, en termes d'anomalies qui ne sont pas présentes, on se limite vraiment au strict minimum. Pas d'épanchement pleuraux, pas de nodules pulmonaires, pas d'adénopathie, et on ne détaille pas plus. Donc vraiment, en termes de description, on est vraiment direct. On ne va pas aller faire de la grande sémiologie. Vraiment, on décrit des produits plus ou moins denses, plus ou moins crazy paving, la topographie, la distribution, l'étendue et point. Et après, en termes de conclusion, on essaye de sélectionner soit cette conclusion-là, donc c'est des anomalies infectieuses, on est sûr que c'est des anomalies infectieuses qui sont compatibles avec Covid-19. Alors, entre parenthèses, on rappelle ici qu'est-ce qui fait que le caractère est compatible. C'est le côté bilatéral, l'extension à une majorité des lobes pulmonaires, la distribution périphérique, l'absence d'épanchement pleural. Et on va, dans la conclusion, reprendre la gradation de l'étendue des anomalies. Soit on est dans un contexte où il s'agit d'anomalies infectieuses
mais par rapport à Covid-19, elles sont ce qu'on appelle incertaines. Donc, le Covid-19 est moins probable, ce n'est pas un cas typique, mais par contre, on ne peut pas l'éliminer. Exemple, si vous avez une condensation alvéolaire unique, donc une anomalie qui est unique, non bilatérale, ou alors des lésions de bronchiolite pulmonaire. Vous avez un scanner avec des anomalies non infectieuses, et à ce moment-là, vous allez rapporter quelle anomalie il s'agit, un pneumothorax, un nodule pulmonaire fortement suspect, un épanchement péricardique, etc., etc. Ou alors le scanner est normal, et dans ces cas-là, il est systématiquement aux urgentistes qu'il existe des faux négatifs dans les 3 premiers jours d'apparition des symptômes. Alors, les faux négatifs, le scanner, on peut considérer qu'il y a à peu près entre 5 et 10% de véritables faux négatifs. Donc, c'est-à-dire quand les symptômes sont bien installés, donc on est au-delà de 3 jours, un scanner peut rester strictement normal chez à peu près 5 à 10% des patients. C'est généralement des patients qui ont des formes mineures de la maladie. Par contre, dans les 3 premiers jours, ce n'est pas très clair, mais dans la littérature, il est rapporté des taux jusqu'à à peu près 30, voire même peut-être 40% de faux négatifs. Donc, c'est pour ça que quand on décrit un scanner normal, eh bien, on rappelle aux urgentistes que si on est dans les 3 premiers jours par rapport aux symptômes, eh bien, d'avoir peut-être une petite prudence. Alors, on va voir ensemble quelques exemples. Donc là, ici, il s'agissait d'une patiente de 40 ans. Donc, on voit déjà au niveau de l'apex des lésions en verre dépoli plus ou moins dense. C'est plutôt du verre dépoli pur. Il n'y a pas vraiment de condensation alvéolaire. On a un caractère qui est bilatéral. On a une franche prédominance sous-pleurale et on a la totalité des lobes qui sont atteints. Donc là, on est sur un Covid-19 typique. Il n'y a pas de doute à avoir. Le scanner est classique. Dans ces cas-là, on va mettre anomalie infectieuse typique ou compatible avec un Covid-19. Autre exemple. Donc là, on voit ici que le patient avait de l'oxygène, probablement un cas qui était un petit peu moins bien toléré sur le plan clinique. En lobaire supérieur, on commence à avoir des petites plages en verre dépoli. Donc on voit du verre dépoli qui est pur, vraiment en plage périphérique. On n'a pas d'atteinte du poumon central, mais vraiment une atteinte plutôt du poumon périphérique. Et on voit, et ça c'est assez classique aussi, que sur les lésions en lobaire inférieur, on a une tendance. Alors ici, on va retenir un petit peu. On voit ici un peu de crazy piping et ici un petit peu de condensation alvéolaire linéaire. On n'a pas encore tout à fait de l'autre côté. Donc là, ici, pareil, on est sur un cas typique de Covid-19, des lésions bilatérales, des lésions périphériques, du verre dépoli principalement, et dans les bases, des zones avec un petit peu de condensation alvéolaire. On pourrait même dire que sur ce cas-là, on est probablement sur un Covid-19 en phase initiale, peut-être J4, J5, J6, parce qu'on est vraiment plutôt sur des anomalies en verre dépoli. Autre exemple. Alors, donc là, ici, on voit des anomalies rondes, donc du verre dépoli, mais très dense. On est beaucoup plus dense que sur le patient d'avant. Pareil, vous voyez ici, on est quasiment densité équivalente au vaisseau. Et là, ici, on a une petite atypie par rapport aux autres cas. On a vraiment une franche asymétrie, c'est-à-dire qu'on a des lésions qui prédominent très nettement du côté droit par rapport au côté gauche. Alors, quand on regarde, on a quand même des anomalies dans la totalité des lobes pulmonaires. Vous voyez ici, en lobaire supérieur gauche, dans le pulmène, on a des anomalies. Et en lobaire inférieur gauche, eh bien, on a ici aussi des types d'opacité qui sont très limitées, mais qui sont quand même présentes. On en voit une ici et une ici. Donc, ces petites anomalies du côté gauche sont certes bien moins importantes qu'à droite, mais elles suffisent pour faire caractériser ce dossier comme un dossier typique de Covid-19. Alors, on va passer au dossier suivant. Donc, pareil, on voit la ligne pour l'oxygène, probablement un patient avec une moins bonne tolérance clinique. Donc là, on est sur les anomalies qui sont un petit peu différentes, puisqu'on a clairement un caractère périphérique,
Mais là, on est quasiment sur de la condensation alvéolaire avec un caractère un petit peu rétractile. Vous voyez, on peut même se demander, là, ici, si les bronches ne sont pas un petit peu trop bien visibles dans les bases. Donc là, on est très certainement sur pareil, sur un cas typique de Covid-19, mais très certainement une phase un petit peu plus avancée, peut-être J7, J8, J9, des symptômes, donc quelque chose d'un petit peu différent des cas qu'on a vus précédemment. On avait du verre des polypes purs, qui n'était une absence d'anomalie rétractive. Là, on a clairement du verre des polypes qui est très dense, qui est quasiment évolué vers la condensation alvéolaire, avec peut-être des petits signes de distorsion architecturale, quelques bronches qui sont un petit peu trop bien visibles jusqu'en distalité. Donc tout cela en faveur d'un Covid-19 à une phase un petit peu plus avancée. Alors, on va regarder ce dossier. Donc, on voit déjà effectivement des anomalies parenchymateuses qui sont importantes. Là, ici, vous voyez un aspect classique de crazy piping, donc du verre dépoli qui est intense, avec l'épaississement régulier des cercles intermédiaires dans les bases. Et bien, le verre dépoli est très dense, avec quasiment une évolution vers la condensation alvéolaire. Alors là, il y a quelque chose qui est extrêmement fréquent. Vous voyez des artefacts respiratoires, notamment ici dans les bases, ou un petit peu plus haut, avec la trachée qui au début est vraiment concave et qui vers la fin commence à se regonfler un petit peu. Chez des patients qui ont des atteintes sévères, c'est très difficile pour eux de tenir l'apnée, et donc c'est fréquent d'avoir ce type de... Alors, on va voir ensemble quelques pièges en termes d'interprétation. Donc, le premier piège, c'est d'avoir des anomalies très limitées, voire même des scanners normaux. Bon, dans ces cas-là, il faut vraiment rester humble. C'est ce qu'on a dit, on a discuté tout à l'heure. Le scanner normal ne permet pas d'écarter de manière formelle un Covid-19. Donc là, ici, c'est un exemple d'un collègue, un jeune collègue, qui avait uniquement cette petite anomalie ici, donc un petit verre dépoli périphérique unique. Donc, la lésion en elle-même, elle est compatible, elle ressemble fortement avec les lésions qu'on voit dans le Covid-19, mais l'atypie ici, c'était le caractère unique. Et bien, quand vous avez cette lésion-là unique, c'est atypique, mais ça peut quand même être compatible avec un Covid-19. À l'inverse, si vous avez une PCR initiale, voire même 2 ou 3 PCR qui sont négatives, et que vous avez un scanner qui est typique, il faut croire le scanner. Voici un exemple, c'était une jeune patiente d'une quarantaine d'années, chez qui la PCR par frottis nasal était initialement négative. Donc, vous voyez ici, le scanner est un scanner typique de Covid-19. On a des plages en verre dépoli avec principalement des zones de condensation alvéolaire, bilatérales, un caractère plutôt périphérique, la totalité des lobes qui sont atteints. Donc, la PCR initiale par frottis nasal était négative. Devant le caractère typique du scanner, une deuxième PCR par frottis a été réalisée, elle a aussi été négative. Et finalement, ils ont fait une troisième PCR sur l'analyse des crachats qui est revenue positive. Donc, quand le scanner est typique, même si la PCR initiale est négative, il ne faut pas hésiter soit à refaire, soit tout simplement, ce qui est de plus en plus le cas, à croire le scanner. Alors, un problème, c'est ce qu'on a dit, c'est quand la pathologie sous-jacente est importante. Donc, voici un exemple, un patient d'une soixantaine d'années qui était en réanimation pour un Covid-19. Donc, on voit qu'il a des PCO extrêmement sévères, avec un emphysème qui est majeur, une destruction du poumon qui est majeure. Et honnêtement, là-dessus, arriver à interpréter ce qui reste de poumon sain, c'est extrêmement difficile. Donc, on voit que par ici, en lobaire inférieur, droit, ainsi qu'en lobaire sup et lobaire moyen, on voit que ce n'est pas tout à fait normal. Probablement que le poumon ici est un petit peu trop dense. Il est possible qu'il y ait du verre dépoli, il est possible qu'ici, il y ait un petit peu de condensation alvéolaire, mais c'est extrêmement difficile. Donc, ce patient-là avait quand même une PCR qui était positive, mais honnêtement, sur la base du scanner, on aurait eu beaucoup de mal à faire. C'est un exemple extrême, les patients n'ont pas des PCO aussi importantes,
Mais c'est vrai que quand il y a une pathologie sous-jacente, ça peut être très difficile et il faut savoir accepter ses limites. Un autre piège, vous pouvez avoir une aggravation extrêmement rapide des patients. Ça, c'est un exemple qu'on a eu. Donc, vous voyez la date, c'est le 1er avril. Premier scanner à 16h37, donc un scanner sans injection. Le patient se dégrade. Il y a une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, il revient à 21h, donc 4 heures après le scanner, pour rechercher une embolie pulmonaire. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais pourtant, on voit qu'en quelques heures, il y a eu une aggravation significative des lésions qui sont un petit peu plus denses et un petit peu plus étendues. Tout ça en seulement quelques heures. Et bien évidemment, n'oubliez pas l'embolie pulmonaire. Là, ici, c'est une patiente qui a d'abord eu un scanner thoracique sans injection. On avait des anomalies, je vous montre le scanner injecté, mais on avait des anomalies, là, ici, qui étaient périphériques, mais une forme triangulaire, unilatérale. Aucune anomalie sur le reste du poumon ou sur les lobes supérieurs. Donc, face à ça, on a dit que c'était atypique et qu'il fallait peut-être évoquer l'embolie pulmonaire. Les dédimères étaient positifs, donc la patiente est revenue pour un enjeu scanner pulmonaire qui remontre effectivement donc l'embolie pulmonaire ici. Alors, enfin, dernier piège, c'est de surestimer l'atteinte parenchymateuse. Donc, en effet, quand vous avez ce cas-là, rappelez-vous, c'est un cas qu'on a vu avant. Un cas comme ça, c'est très difficile visuellement de dire si on est sur une atteinte qui est modérée, donc entre 11 et 25%, ou si on est sur une atteinte qui est sévère, entre 26 et 50%, ou si on est sur une atteinte qui est importante, sévère, donc entre 51 et 75%. Ce qui est sûr, c'est que là-dessus, on n'est pas sur une atteinte à moins de 10% et on n'est pas sur une atteinte à 75%. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même assez difficile. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à quantifier de manière correcte cette atteinte parenchymateuse? Alors, vous avez différentes options. Une des options que vous trouvez dans la littérature, c'est des scores. Donc, des scores semi-quantitatifs. Donc, ils sont tous basés sur le même principe. On découpe le poumon en plusieurs zones. Donc, une zone, ça peut être un lobe, ça peut être un segment du poumon. Et dans chaque zone, on va attribuer un score. Alors, ça peut être un score qui est 0, 1, 2. Ça peut être un score qui va de 1 à 4. Ça peut être un score qui va de 1 à 5. Et après, on fait le total des anomalies. Et vous voyez, dans ce papier, ça va de 0 à 72. Dans ce papier, ça va de 1 à 24. Et dans ce papier, ça va de 0 à 40. Donc, ces scores semi-quantitatifs, ils ont l'avantage d'exister pour faire des publis, mais globalement, à part ça, ça n'a pas grand intérêt. Vous avez aussi la possibilité de faire une quantification logicielle. C'est des outils que vous connaissez, c'est des outils de quantification de la BPCO, donc la segmentation du parenchyme pulmonaire et un seuillage des anomalies. Donc, simplement, on va détourner les seuils utilisés et au lieu de seuiller pour du parenchyme pulmonaire détruit, on va seuiller pour du parenchyme pulmonaire pathologique, c'est-à-dire le verre dépoli et la compensation alvéolaire. Alors, là où ça devient délicat, c'est qu'il n'y a pas de normes qui sont établies, puisque ces normes-là vont évidemment dépendre de vos paramètres d'acquisition, le kilovoltage qui est utilisé notamment. Elles vont dépendre aussi des anomalies parenchymateuses en cause. Et évidemment, un seuil pour du verre dépoli ne sera pas la même chose qu'un seuil pour de la compensation alvéolaire pure. Donc, généralement, ce que vous allez faire si vous voulez utiliser ce logiciel, c'est faire une quantification par seuillage visuel. Et vous aurez donc par seuillage une volumétrie des lésions, par segmentation du poumon, une volumétrie des deux poumons, et donc le rapport entre les deux vous donnera une volumétrie relative des anomalies par rapport au. Donc, comment ça fonctionne? Alors, si vous n'avez pas de logiciel à disposition, il y a Intrasense, une entreprise française qui met gracieusement à disposition leur logiciel spécial Covid. Donc, j'ai utilisé. Alors, pour être honnête, ça fonctionne ni mieux ni moins bien que tous les jeux logiciels de BPCO, de quantification de la BPCO. Voilà, mais si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez l'utiliser, c'est pratique. Donc, comment ça marche? Vous avez ici l'anomalie, le volume qui est chargé. Première étape, c'est de segmenter les deux poumons. Et deuxième étape, c'est de faire un seuillage.
Donc, on va définir le niveau de l'unité en speed minimal. Et donc, tout ce qui est compris en ce niveau minimal et un niveau plus important, enfin négatif plus important, eh bien, sera considéré comme étant de la pathologie. Et donc, on va avoir ici un rapport du poumon pathologique par rapport à la totalité du poumon. Alors, dit comme ça a l'air extrêmement simple. On se dit c'est génial, mais ça pose très souvent problème. Alors, il y a deux types de problèmes. Le premier problème, c'est la segmentation du poumon. En effet, quand vous avez un Covid-19 entre guillemets jeune, avec quelques anomalies envers des polypes purs, ronds, qui ne sont pas trop sous-pleurales, c'est très facile. Mais quand vous avez un Covid-19 qui est étendu ou qui a des condensations alvéolaires, et bien, comme ces condensations alvéolaires ont tendance à être vraiment périphériques sous-pleurales, eh bien, le logiciel aura extrêmement de mal à segmenter correctement les poumons et vous allez vous retrouver avec plein de trous comme ici. Donc, soit vous gardez ces trous-là et donc vous allez très fortement surestimer les lésions, soit vous êtes obligé de faire une correction manuelle et ça prend des heures. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le seuillage des anomalies, eh bien, c'est un seuillage qui est basé uniquement sur les unités en field. Donc, il ne va pas seuiller que les anomalies, il va seuiller tout ce qui est dans ce range unité en field. Donc là, ici, vous avez un exemple avec une petite lésion ici qui est très limitée. Hein. On voit une petite plage envers des polypes sous-pleurales ici, hein, vraiment très, très limitée. Donc, on se dit, bon, OK, on va quantifier avec le logiciel. Donc, on quantifie. Première étape, segmentation du poumon, très facile, aucun problème. Deuxième étape, seuillage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si je veux prendre la petite plage envers les polypes, eh bien, forcément, tout ce qui est dans le range des unités en film va être pris en compte aussi. Et donc, j'ai tous les vaisseaux, tous les septa, toutes les bronches, ici la scissure, un bout de volume partiel avec la plèvre, etc., etc. Et donc, au lieu d'avoir cette anomalie qui doit faire peut-être 3% du parenchyme pulmonaire, eh bien, je me retrouve avec une quantification à 16% qui est complètement fausse. Donc, on le voit, ces logiciels, ce n'est pas du tout la panacée. Ça peut être utile quand vous avez vraiment un doute, mais sinon, franchement, je pense qu'on peut se contenter de la quantification visuelle. Donc, la quantification visuelle, elle est simple, elle est rapide et globalement, ça marche pas trop mal. Son inconvénient, c'est d'être peu reproductible, sauf si on s'entraîne un petit peu l'œil, ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. La quantification par score, on l'a vu, c'est élégant, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est long, c'est peu reproductible. Et la quantification logicielle, ça a des problèmes similaires. Alors, la quantification visuelle, elle doit se faire sur l'ensemble du parenchyme pulmonaire, qui passe sur une seule coupe, avec une règle assez simple, c'est de se dire que le poumon droit et le poumon gauche, c'est chacun 50%. Et dans chaque poumon, les lobes inférieurs, c'est environ 25%, et chaque lobe, c'est environ 15%, globalement. Et quand vous avez un doute entre deux catégories, eh bien, je vous conseille de privilégier la catégorie inférieure parce que l'œil a naturellement tendance à majorer les critères de catégorisation. Donc, on va revoir cet exemple ensemble. Donc là-dessus, vous voyez, on a des anomalies envers des polypes qui sont bilatérales, mais quand on regarde, elles sont quand même assez peu importantes et on pourrait, en quelque sorte virtuellement, à peu près tous les regrouper dans un lobe supérieur, par exemple. Donc là, ici, en faisant la quantification logicielle, on est à 15%, et clairement, là, on est sur une atteinte qui est modérée entre 11 et 25%. Ce cas ici, pardon, ça c'est le même, hop. Ce cas ici, rappelez-vous, on a une atteinte qui est un petit peu plus étendue. Mais pareil, hein, si on regroupe toutes les anomalies, on voit qu'on ne remplit même pas un lobe inférieur en entier. Donc là, ici, en faisant la quantification, on était aux environs de 20%. Donc pareil, hein, on est sur une atteinte ici qui n'est que modérée, c'est-à-dire entre 11 et 25%. C'est le même, pardon. Hop, on passe au cas suivant. Donc ce cas avec la prédominance des lésions du côté gauche, du côté droit, pardon, eh bien pareil, hein, là ici en quantification, on était sur environ 13%, donc pareil, une atteinte qui est modérée, hein, on a beaucoup de lésions, et globalement elles sont de petite taille.
Alors, ce cas-là est plus difficile, hein, puisqu'on a des lésions qui sont extensives, mais quand on regarde, hein, on a quand même pas mal de poumons sains résiduels dans les lobes supérieurs et ici aussi dans les bases pulmonaires. Donc là, ici, en quantification, on était sur 25%. Et visuellement, là, c'est difficile de dire est-ce qu'on va le mettre en atteinte modérée ou en atteinte importante, c'est-à-dire est-ce qu'on va le mettre dans la catégorie 11-25, dans la catégorie 26-50. Là, on est clairement entre les deux. Alors, quand on est entre les deux, eh bien, le conseil, c'est quand même d'aller plutôt sur la face inférieure. Donc là, on peut le catégoriser en anomalie modérée. Et enfin, ce cas-là, il est caricatural. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est sur une atteinte qui est sévère ou une atteinte critique? Est-ce qu'on a plus de 75% du poumon qui est atteint? Oui, non. Donc là, on n'a clairement aucun lobe qui est normal. Là, on a peut-être une petite partie des lobes supérieurs, mais au total, ça ne dépasse pas les 15%. Et quand on faisait la quantification, on était à 80% de poumon. Donc là, on est clairement sur une atteinte critique. Autre piège, c'est la recherche d'une surinfection. Donc, la surinfection bactérienne, hein, c'est une complication qui est classique, mais qui a priori est peu fréquente. Les signes TDM en faveur, ça va être des anomalies qui ne sont pas décrites typiquement dans le Covid, c'est-à-dire la condensation alvéolaire qui se surajoute à la maladie, la présence d'adénopathie, la présence des bronchons pleuraux qui ne sont pas des signes classiques. Alors, voici un exemple, hein, un homme de 77 ans, le scanner AJ4, le scanner AJ13. AJ13, on a une apparition des branchements pleuraux bilatéraux de faible abondance qui pourrait orienter vers une possible surinfection. Ce n'est pas sûr, hein, on n'est pas certain à 100%, mais c'est une possibilité. Autre exemple, hein, un patient avec un Covid-19, on voit des lésions envers des polypes périphériques ici et là, et dans le lobe supérieur gauche, eh bien, on a clairement une condensation alvéolaire qui est beaucoup plus dense, qui est mieux limitée, avec des formations ganglionnaires supracentimétriques en hilaire supérieur. Donc, les ganglions plus le caractère condensation alvéolaire surajouté limité à un segment font une surinfection. Autre piège, c'est la description des fortuitomes. Je vous conseille de rester le plus simple et le plus basique possible dans vos comptes rendus du Covid. Ce n'est pas la peine de décrire tous les micronodules et vraiment décrire uniquement le strict nécessaire, c'est-à-dire ce qui peut avoir un impact direct pour le patient. Alors, il y a des choses qu'on oublie, hein, mais si vous avez un patient qui a 35 ou 40 ans avec des calcifications coronariennes, hein, c'est strictement anormal. Ça vaut le coup, c'est absolument indispensable de le décrire dans le compte rendu. Par contre, si vous avez un patient de 80 ans avec des calcifications coronariennes, ce ne sera pas une information importante. Donc, il vaut mieux s'en passer. Alors, on va terminer sur les inconnus. Et l'inconnu principal, c'est le contrôle des patients. Faut-il faire un scanner de contrôle aux patients Covid-19? Alors, j'ai malheureusement pas la réponse et je pense que personne ne l'a. A priori, ce qui est bien établi, c'est qu'à la phase aiguë, dans les 3 premières semaines, ça n'a pas d'intérêt, sauf s'il y a une dégradation clinique. Et s'il y a une dégradation clinique, eh bien, on l'a vu, on va refaire le scanner pour voir 3 choses. 1, s'il y a une progression des anomalies parenchymateuses. 2, s'il y a eu une apparition de signes en faveur d'une surinfection. Et 3, s'il y a une embolie pulmonaire. Par contre, à moyen terme ou à long terme, est-ce qu'il y aura un intérêt à contrôler les patients? On n'en sait absolument rien. Il est vraisemblable que chez les patients sévères qui ont pu récupérer cliniquement, il y ait un intérêt à les contrôler. En tout cas, il y a des études de cohorte qui vont être menées là-dessus pour voir si est-ce qu'il faut contrôler tout le monde, seulement les patients avec une atteinte parenchymateuse initiale sévère ou pas, etc., etc. Donc, voici un exemple, hein, un patient qui est passé environ une semaine en réanimation sur pneumopathie Covid-19. Vous voyez ici son scanner initial du 26 mars, son scanner à la sortie de réa du 14 avril. Donc, on avait au début du verre d'écolie pur, extensif, bilatéral et symétrique. Et on voit en sortie qu'on a une évolution vers de la compensation alvéolaire extrêmement rétractile, hein, avec des distorsions architecturales bilatérales, hein, qu'on voit bien ici aussi en sagittal. Donc là, on est à peu près 3 semaines du début des symptômes. Est-ce que ces anomalies-là persistaient ou pas? Personne n'en sait rien. Il est vraisemblable, on n'en a aucune idée, que chez les patients ayant passé en réanimation, ayant fait un SDRA, des anomalies de type fibrotique persistent
Et chez les patients avec une pneumopathie Covid-19 simple, n'ayant pas nécessité de soins outre mesure, les anomalies régressent. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore sûr. Alors, deuxième inconnu, c'est la question du scanner comme outil de dépistage. Alors, vous avez vu passer des recommandations de la SFR, notamment par rapport à la radiologie interventionnelle ou à la chirurgie. C'est faut-il faire un scanner à des patients qui vont, un scanner thoracique, à des patients qui vont avoir besoin d'une chirurgie urgente, par exemple, pour appendicectomie ou autre. Alors ça va beaucoup dépendre de la façon dont est organisé votre hôpital. Dans certains hôpitaux, on considère que tous les blocs sont Covid+, donc dans ce cas-là, ça ne change absolument rien. Mais par contre, si vous êtes encore dans un hôpital, il y a une différenciation entre les patients Covid et les patients non Covid pour le bloc. Eh bien, avant une chirurgie urgente, ça peut être utile, et parfois les anesthésistes vous le demanderont, eh bien de faire un scanner, même chez un patient qui est asymptomatique ou peu symptomatique, pour voir s'il y a des lésions compatibles ou pas, et savoir si on fait le bloc dans le secteur Covid- ou dans le secteur Covid+. Et là où c'est un grand débat, pour l'instant, a priori plutôt à réponse négative, c'est faut-il faire un dépistage par scanner pour la population générale. Alors, on pourrait imaginer, voilà, on fait comme à Marseille, on fait une queue devant le scanner, et puis les gens ils viennent, ils font un scan, pas d'anomalie, vous pouvez aller bosser, des anomalies, eh bien vous restez confiné. On ne sait pas du tout si ça a un intérêt ou pas, ça pose énormément de problèmes et il est très peu probable qu'on s'oriente vers ça, mais ça fait partie des questions qui n'ont pas encore de véritable réponse. Alors, en guise de conclusion, le scanner Covid-19, c'est facile en période épidémique, c'est vraiment oui ou non, soit c'est typique, soit c'est autre chose. C'est plus compliqué en dehors. Et là, vraiment, c'est là où vous avez un rôle qui est important, puisqu'il va falloir essayer de trancher, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est des anomalies infectieuses compatibles ou non compatibles, tout en restant puisqu'on l'a vu, il y a des faux négatifs du scanner, comme il y a des faux positifs du scanner. Ce qu'on peut quand même retenir, c'est que si vous avez un scanner qui est non évocateur, par exemple une anomalie unilatérale ou des lésions de bronchiolite, et une PCR négative, eh bien l'association des deux peut raisonnablement permettre d'écarter le Covid-19. Enfin, et même en période épidémique, il faut penser à rester un bon radiologue. Donc, un bon radiologue, c'est ne pas trop irradier les patients, ne pas laisser passer les diagnostics différentiels, et notamment penser à l'embolie pulmonaire. Et n'hésitez pas à suggérer de faire un angioscanner quand vous avez, on a vu, des images qui sont suggestives d'infarctus ou quand vous avez une clinique qui peut vous le faire penser. Ne provoquez pas des suivis inutiles, donc pas la peine de décrire les micronodules dans le parenchyme ou les nodules thyroïdiens. Et soyez sympa avec vos amis qui font un gros boulot et qui abattent le travail avec le sourire. Donc, pour être sympa avec elles. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. On a maintenant un petit peu de temps pour les questions. Alors, je crois qu'on va repasser la parole à David. Oui, juste pour les questions, l'idéal serait de les écrire sur la boîte de conversation et que le professeur Ohana puisse les lire, que tout le monde ne parle pas en même temps, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, si Alors, sur les conversations de groupe, on va voir la première. Scanner négatif et PCR négatif, faut-il refaire ces examens si les symptômes sont évocateurs? Alors, la PCR, clairement, oui. Il faut la refaire si les symptômes sont évocateurs et généralement, les cliniciens la refont. La question sur le scanner, faut-il le refaire? Alors, il nous est arrivé, je ne vais pas dire fréquemment, mais il nous est arrivé de refaire le scanner si le scanner initial était dans la première partie des J3, J4, J5 des symptômes. Par contre, si vous étiez à J6, J7, J8, vous avez un scanner négatif, donc pas la peine de refaire le scanner. Alors, deuxième question. Existe-t-il une corrélation entre l'évolution clinique et le nettoyage radiologique? C'est une excellente question. Je ne peux malheureusement pas y répondre de manière scientifique. On n'a pas encore toutes les données. Au doigt mouillé comme ça, à l'œil, ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on a clairement des patients qui ont des anomalies extensives et qui se portent plutôt bien. Des patients qui ont des anomalies extensives et qui finissent directement intubés en réa dans la foulée du scanner. Et pareil, des patients avec des anomalies peu importantes qui finissent intubés
le lendemain, et les patients avec des anémies peu importantes qui rentrent à la maison rapidement. Donc, c'est difficile à dire. L'une des explications potentielles, c'est un petit peu l'exemple qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il peut y avoir des aggravations extrêmement rapides. Et donc, des patients chez qui le scanner initial était finalement pas très grave et qui, le lendemain, finissent en réa, peut-être qu'en quelques heures, ils ont fortement aggravé leur anémie. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le scanner au moment où les patients sont intubés, bien sûr, mais c'est… voilà. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'évolution clinique et le nettoyage? Pour le suivi, malheureusement, on n'en sait rien encore. En tout cas, chez tous les patients, quasiment tous les patients qui sortent d'hospitalisation, s'ils ont eu une imagerie thoracique avant la sortie, elle est rarement normale. Elle est rarement normale. Mais on est à 2 semaines, 3 semaines d'évolution, c'est probablement encore. Je vois qu'il y a énormément de questions, moi, donc je ne sais pas si on va pouvoir Alors, on répondre à y tout le va. monde. Pensez-vous que les distorsions architecturales puissent se résoudre? J'espère que oui, mais pour l'instant, je n'en sais rien encore. On aura plus de réponses dans 2 ou 3 mois, honnêtement, mais ça, je ne sais pas. Alors, quelle est la signification histologique du verre dépoli? Donc, le verre dépoli, a priori, c'est un comblement au niveau des alvéoles qui n'est pas suffisamment important pour avoir une densité élevée. Donc, ce n'est pas comme du pu, c'est plutôt quelque chose qui est un peu plus du côté de l'inflammation. Après, est-ce qu'il y a une signification histologique particulière? Comme ça, je ne saurais y répondre. Alors, autre question. Les patients obèses présentent-ils un surrisque de forme grave? Alors, de forme grave clinique, c'est évident. Il y a une surreprésentation des patients obèses en réanimation. Après, est-ce qu'il y a un surrisque de forme grave radiologique? Ça, je ne sais pas. C'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux sur nos scanners. Alors, autre question. Est-ce qu'on utilise la classification CORAD dans nos comptes rendus? La réponse est non, parce que cette classification n'existait pas quand on a mis en place un compte rendu initial et qu'on reste sur une classification très simple. Donc, soit c'est anomalie infectieuse typique, anomalie infectieuse incertaine, anomalie autre et scanner normal. Après, alors, spécificité des signes typiques pour une infection au Covid après J3. Donc, dans nos chiffres, on a une spécificité qui est de l'ordre de 80 à 85%. On n'est plutôt pas mauvais. Alors, sur le plan physiopathologique, des idées, ça c'est un petit peu trop compliqué, donc je vais passer cette question. Alors, les changements vasculaires décrits dans la littérature sont-ils mieux compris de l'event? Alors, enlargement ou stiffening, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je vous avoue que moi, personnellement, je n'en sais pas encore grand-chose. Il y a énormément d'hypothèses qui circulent, notamment sur la possibilité d'une maladie microvasculaire, ce qui expliquerait peut-être des embolies pulmonaires très fréquentes, alors que la plupart des patients n'ont pas de TBP. Mais est-ce que c'est… Bon, en tout cas, ce n'est pas encore forcément mieux compris. Alors, existe-t-il une corrélation entre la gravité clinique et l'étendue de l'atteinte pulmonaire? J'ai répondu très vite dessus, mais il y a effectivement plusieurs papiers qui montrent que oui. Alors, scanner en procubitus. Alors, chez les patients de réa, c'est impossible. Chez les patients autres, nous, on ne le fait jamais. Après, théoriquement, si on a juste du verre dépoli tout pleural, bibasal, pourrait avoir un intérêt. En pratique, on l'a jamais. Alors, comment on explique les plages en verre dépoli des embolies pulmonaires? Ça, c'est une question qui est un peu compliquée. Peut-être pas y répondre parce que c'est de la physiopathie. Oui, il faut sélectionner, je pense, parce qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup encore, j'ai l'impression qu'on est bientôt à la fin. Mais… Je crois qu'il y en a encore beaucoup. Ah, ok. Donc, il faut Alors, bon, ça, on a déjà dit. En dehors de la période épidémique, qu'est-ce qui permet de trancher en termes de Covid et de grippe qui ne peuvent pas se ressembler? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a décrit, c'est-à-dire que quand on a des signes qui sont bilatéraux, périphériques, on est plutôt sur du Covid. Quand on a des signes qui sont de type bronchiolite, centrolobulaire, unilatéral, limité à un lobe, on est plutôt sur une atteinte infectieuse autre. Alors, évidemment, ce n'est pas du 100%, mais globalement, on l'a vu, on a une spécificité de l'ordre de 80-85%, donc on est plutôt quand même pas mauvais. Et ces chiffres, c'était sur le début du plateau. Alors, au stade tardif, vers 20 jours, il est très difficile de dire si le patient a eu un Covid sur le scanner. Effectivement, quand les lésions sont complètement disparues ou qu'elles sont minimes, c'est difficile. Si vous avez ces petites anomalies basales de type condensation alvéolaire rétractile à prédominance sous-pleurale, ça peut orienter effectivement vers un Covid, mais
Alors, contrôle scanner dans le cadre d'une surveillance thérapeutique, chloroquine ou IL-6 ou antirétroviraux. Dans le cadre d'essais cliniques, oui, il y a un contrôle scanner H15 chez les patients qui sont inclus en essais cliniques. En dehors d'essais cliniques, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, sauf si, bien sûr, le patient se dégrade. Alors, diagnostic différentiel avec OAP. Alors, on l'a vu, c'est difficile, puisque l'OAP, il y a des il y a l'épaississement des septa interloculaires. Généralement, dans l'OAP pur, vous avez des épanchements pleuraux, des adénomégalostases et le verre d'épaule qui est plutôt central. Quand vous avez en plus des lésions périphériques qui se surajoutent à l'OAP, eh bien, cela doit vous faire évoquer le Covid-19, mais sinon, vous pouvez rester sur un OAP classique. Alors, y a-t-il un intérêt à refaire l'acquisition si elle est complètement expirée? Dans un monde idéal, oui, évidemment. En pratique, ce n'est pas possible. Donc, on ne refait pas et on se contente de ce qu'on a. Alors, comment faire la différence entre un SDRA et une atteinte Covid sévère? Alors, ce n'est pas du tout possible, puisque le SDRA, par définition, c'est des opacités radiologiques bilatérales. C'est déjà ce qu'ont les patients Covid. Donc, c'est les réanimateurs qui vous diront, sur la base des paramètres de ventilation, que le patient est en SDRA et les anomalies parenchymateuses correspondent à tout ça. Alors, on n'est pas au bout. Non, mais je pense qu'on va, on va arrêter. Enfin, on peut continuer à répondre, mais les gens, il faut arrêter de poser des questions parce qu'il y en a encore beaucoup, là, je pense. Alors, ça, on a déjà répondu. Alors, l'EP, la complication du Covid ou bien à cause d'une maladie sous-jacente, a priori, c'est Covid. Alors, pour un patient avec une seule lésion envers des polis arrondis unilatérales, PCR-neg, on considère Covid en présence de tout depuis 10 jours. Alors, c'est un peu ce qu'on a dit. Si c'est des lésions unilatérales avec PCR négative, donc on est sur une atteinte qui est atypique, plus PCR négative, mais plutôt sur des anomalies qui ne sont pas du Covid. Plutôt. Après, on ne peut pas avoir 100% de certitude, mais là, on est clairement plutôt sur non. Place de l'IRM pulmonaire, 0. Place de l'IRM cardiaque, pour le Covid, il y a des cas décrits dans la littérature de myocardite. On n'en a encore pas vu chez nous, donc probablement place de 0. Après, alors, atteinte envers des polypes d'une grosse décompensation cardiaque, bien répondu. Place de l'IRM, 0, ça on a dit. Alors, dans un centre de radio de clinique du Covid-, à quel délai par rapport au début de symptômes peut-on faire venir les patients pour des examens quand ils sont demandés plutôt que de les redresser dans une pépinière Covid+? Alors ça, c'est une excellente question. Tous les épidémiologistes et les virologues ne sont pas tout à fait au clair dessus. J'ai entendu J7 après la fin des symptômes, au minimum. Je pense que ça me paraît être un délai raisonnable s'il n'y a pas d'urgence. Alors, les images de verres d'épaule bilatérales peuvent-elles se voir dans les autres pneumonies virales ou des infections à germes atypiques? Alors, évidemment, quand on a des anomalies parenchymateuses bilatérales, ça n'est pas pathognomonique du Covid, ça peut tout à fait se voir dans les autres atteintes virales. Comment est-ce qu'on fait la différence? Eh bien, en période épidémique de Covid, on est à 99,9% des cas dans du Covid, donc c'est assez facile. Quand on est en début ou en fin, eh bien, c'est vraiment sur le caractère qui atteint l'ensemble des lobes. Là, c'est assez peu classique dans les grippes, c'est vraiment plutôt ça du Covid. Voilà, je pense que on a fait à peu près le tour. Moi, j'avais juste une petite question. Bien sûr. C'est sur la place, la conduite à tenir dans les cabinets de ville par rapport au Covid. Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est une excellente question. C'est très, très, très difficile pour les collègues libéraux parce que, d'une part, vous ne savez pas forcément que les patients sont potentiellement Covid ou pas lors de la prise de rendez-vous. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un problème qui est insoluble. Vous allez faire des scanners pour des douleurs abdominales, pour des pathologies traumatiques. Oui, c'est ça, c'est très difficile. Et vous ne savez pas si les patients sont Covid ou pas. Donc, en général, en période épidémique, la plupart des collègues, ce qu'ils font, c'est qu'ils considèrent que tous les patients sont Covid, ils prennent les mêmes précautions que tout le monde. Mais ça devient très difficile. Donc ça, c'est très difficile. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on se base sur la base des symptômes, avec un tri à l'accueil par la secrétaire. Si le patient est asymptomatique, on considère qu'il n'est pas Covid. Si le patient a le moindre symptôme ou a une histoire de symptômes dans les 7 jours avant, eh bien, dans ces cas-là, on le considère comme Covid. Après, l'autre question en cabinet de ville qui est très difficile, c'est faut-il ou pas faire tous les scanners thoraciques qui vous sont demandés? J'imagine que vous devez en avoir énormément, vraiment énormément.
C'est très, très, très difficile. Parce que dans la théorie pure, et c'est les recommandations de la SFR et de la CIT, normalement, on fait un scanner uniquement si le patient a des critères de gravité. Les critères de gravité, ça peut être dyspnée, ça peut être désaturation, etc. Comorbidité. Ou comment Est-ce que les patients qui sont potentiellement plus graves, Normalement, non. Normalement, non. Normalement, non. Normalement, c'est que des critères cliniques ou clinico-biologiques. Mais ce n'est pas parce qu'un patient est obèse avec une forme bénigne de Covid-19 qu'il faut lui faire un scanner pour voir. D'accord, parce qu'on l'hospitalise. Pareil, s'il est asthmatique ou autre. Théoriquement, non. Après, j'en ai bien conscience, hein, c'est très difficile parce que vous avez énormément de demandes. Et c'est difficile, hein, c'est très difficile, ça j'en ai bien conscience. Mais dans la théorie pure, normalement, on fait que j'ai des patients qui ont des critères de gravité, donc une dyspnée, des saturations, voilà. Et juste une dernière question, après c'est fini. Est-ce que ça change chez un patient, par exemple, âgé, qui aurait une atteinte étendue au scanner, ou voilà, enfin, étendue ou sévère, est-ce que malgré qu'il soit au début de la pathologie, est-ce que ça ne nous amènerait pas éventuellement à l'hospitaliser ou à le surveiller de plus près, par exemple? C'est ça. Alors, ce n'est pas des choses qui sont encore bien établies, mais oui, c'est sûr, si vous avez des lésions qui sont étendues, donc plus de 50%, nous, sur nos 200 premiers patients, les patients qui avaient plus de 50% atteints du parenchyme, donc on l'a vu, 50%, c'est beaucoup, hein, il ne faut pas sur seulement 3 ou 4 anomalies dire c'est une atteinte à plus de 50%. Dans 50%, c'est vraiment beaucoup, il faut qu'il y en ait vraiment partout, de manière importante. Ces patients-là, ils étaient effectivement quasiment tous hospitalisés avec oxygénothérapie, donc oxygénorequérant. Donc effectivement, si un patient a une atteinte qui est extensive, qui n'a pas encore besoin d'oxygène, qu'il est chez vous en cabinet, le minimum, c'est de passer un coup de fil à son médecin traitant, soit le surveiller, mais vraiment tous les jours, soit l'hospitaliser. Généralement, l'hospitaliser, c'est pas une mauvaise idée. Oui, ça c'est ce que j'ai vu, parce que j'ai vu les cas de figure comme ça où les patients se dégradent extrêmement vite. Voilà, ils se dégradent extrêmement vite et généralement, quand il y a une atteinte qui est extensive, ils sont oxygénorequérants ou ils le deviennent rapidement. Donc, voilà, c'est ça. La plupart sont hospitalisés, c'est une sont tout à fait raisonnable. D'accord. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et merci beaucoup, merci à tous. Hein. Je pense qu'on partage tous cette idée. Voilà, c'était très, très intéressant. Puis, vous avez vu, il y a plein de questions. Donc voilà, et puis j'ai enregistré le cours, donc je vous le transmettrai. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super. Merci beaucoup. Merci, bon courage à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.